Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais l'émission qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart for Change, sur les réseaux sociaux de Bismart for Change. Et bien sûr, vous pouvez nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Au sommaire de cette édition, nous commencerons avec les clés de l'IMO, le rendez-vous dédié à l'investissement immobilier de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous parlerons de logement. Nous nous demanderons ensemble quel impact le politique ou les décisions politiques ou les non-décisions politiques peuvent avoir sur le logement. Nous en parlerons avec Guy Marty, fondateur de pierrepapier.fr. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine consacré lui aussi à un sujet proche du logement, à la rénovation énergétique de l'habitat. Où en est-on aujourd'hui, notamment en lien avec les discussions qu'on a pu voir sur le budget, la censure récente du gouvernement? Est-ce que cela a un impact notamment sur les aides que l'on peut avoir lorsque l'on veut rénover son bien? Est-ce que les délais ou les objectifs fixés seront tenus? Nous poserons la question à Martin Lagan, porte-parole de l'Agence nationale de l'habitat, mais aussi à Audrey Zermati, directrice stratégie chez EFI. Et puis enfin, dans l'œil de l'expert, la dernière partie de l'émission, nous retrouverons Régis Yankovici, fondateur et dirigeant de Luxavie, pour se demander quelles leçons tirer en bourse en 2024. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Quel impact du politique, de la décision politique sur le logement? Voilà une question qu'on se pose en fin d'année 2024 dans les clés de l'IMO. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Guy Marty. Bonjour Guy Marty. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous aujourd'hui dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes fondateur de pierrepapier.fr. Alors ce qui est sûr et ce qu'on voit et ce qu'on constate année après année, c'est que les Français aiment la pierre, mais regardent peut-être les décisions politiques récentes avec un petit peu plus d'inquiétude vis-à-vis de leurs futurs investissements immobiliers. On peut peut-être revenir un petit peu sur cet impact direct ou indirect que peut avoir le politique sur le logement. Tout à fait. Et alors, vous avez commencé en disant que les Français aiment la pierre. Alors, je voudrais préciser un peu que c'est vrai historiquement, mais historiquement, c'était les grands du royaume ou les grands qui aimaient les châteaux, les belles demeures, etc. Là, on remonte effectivement au Moyen-Âge, par exemple. Oui, mais le peuple, il n'y avait pas d'immobilier. Au XIXe siècle, c'était le 1% des très très riches qui aimaient les beaux immeubles, notamment dans Paris, dans Lyon, Marseille, etc. Et c'est seulement au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire avec le démarrage des 30 Glorieuses, que les Français ont joué à l'immobilier et se sont mis à adorer la pierre. Donc ce Français aime la pierre, c'est vrai, c'est profond, mais c'est pas si vieux que ça. Et alors justement, si on regarde avec cette expertise que vous avez, qui mêle histoire et économie vis-à-vis de l'immobilier, l'impact du politique sur le logement, alors on connaît l'histoire récente, cette volonté de revenir sur la fiscalité, ces questionnements qu'il peut y avoir ou ce rapport de force qu'il peut y avoir entre professionnels de l'immobilier et politiques sur le nombre de logements à construire par an, par exemple. Quelle analyse vous en faites à fin d'année 2024 ? Je pense qu'à fin 2024, on est comme à fin 2023, on est comme à fin 2011, on est comme à fin 99. D'accord. On est dans le court terme. Et un peu de court terme plus un peu de court terme, ça fait jamais du bon long terme. Et en réalité, la politique par rapport à l'immobilier, c'est deux choses. C'est d'abord la vision de la ville, du logement. Qu'est-ce qu'on veut comme mode, disons, immobilier pour la société. Et la deuxième chose, c'est la fiscalité. Alors, la première chose, c'est l'urbanisme, c'est ça ? C'est exactement, c'est l'urbanisme. Et le problème, c'est que pour l'urbanisme, il faut une vision. Vous voyez, par exemple, quand Napoléon III appelait le baron Haussmann pour refaire Paris, qui était totalement vétuste, encombré, sale, insalubre, etc., il y a eu une grande vision. Et finalement, les travaux ont duré presque un demi-siècle. Bien au-delà d'ailleurs de Napoléon III et du baron Haussmann. Or, aujourd'hui, on peut dire aussi qu'à partir des années 50-60, il y a eu une vision. Il y a eu une vision sur les villes nouvelles, il y a eu beaucoup sur la défense, sur certaines agglomérations. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une vision ? Est-ce qu'il y a besoin d'une vision aujourd'hui ? Il faudrait, parce qu'on est dans une société qui change. Ne serait-ce que le télétravail montre bien qu'il y a un problème dans la distance bureau, endroit où on travaille, domicile. On voit bien, par exemple, puisqu'on parle parfois de crise du bureau, il n'y a pas de problème des bureaux aux endroits où les gens sont assez proches de leur bureau, où ils arrivent assez facilement. C'est dans les grandes agglomérations où il y a trop de temps
de déplacement que finalement les gens préfèrent ne pas venir au bureau, etc. Donc, si vous voulez, il y a une conception de la ville. Et ce qui est intéressant, il y avait eu par exemple en 2015 une énorme étude de l'OCDE, je dis énorme parce qu'elle avait mis plusieurs années à être faite, de l'OCDE, qui parlait de la civilisation des villes. Et en fait, ils avaient étudié 500 grandes villes dans le monde. Et ils avaient constaté que, la croissance, la prospérité, c'était les métropoles, c'était les villes. D'accord. 2, les villes qui réussissaient étaient des villes qui avaient une sorte de globalité, c'est-à-dire un véritable soin pour la proximité travail-domicile, et 2, un véritable soin pour l'organisation du lien social malgré la quantité dans la ville. Et donc, il faut une vision. Or, quand on a un ministre du Logement tous les 2 ans, elle est où la vision ? Et alors, justement, en tant que particulier, investisseur ou non, est-ce que regarder l'immobilier uniquement sous l'angle de la fiscalité, c'est se tromper ? Alors, la fiscalité, là on rentre sur un autre chapitre. D'accord. Ouais. Là aussi, je vais me permettre de prendre un peu d'envol, si vous Bien sûr. permettez. La fiscalité, c'est le poison des civilisations. Je préfère le dire comme ça, c'est-à-dire que dans l'histoire, oui, on est très déformé intellectuellement parce que les historiens qui nous ont appris plein de choses sur notre passé n'étaient pas économistes, n'étaient pas fiscalistes, donc ils n'ont pas vu ce qui s'est passé de ce point de vue-là. Et il y a très peu d'économistes qui sont historiens. Il y a eu une exception, c'est un historien, Fernand Braudel, qui a vraiment parlé économie. Et on a une exception très récente, c'est Jean-Marc Daniel, qui est un économiste qui parle histoire. Mais c'est très rare. Or, il faut savoir que si on s'occupe de fiscalité, la fiscalité a été l'une des causes des chutes des sociétés. Il est très, très, très difficile pour un pays de corriger sa fiscalité. Parce qu'il faudrait presque un coup d'État, si vous voulez. Je vous donne un exemple. On parle de 1917, révolution russe, etc. Mais il faut savoir que de 1905 à 1917, le tsar n'a jamais réussi à réformer la fiscalité. Et la Russie s'enfonçait dans des problèmes terribles. Alors, je ne dis pas que c'est la cause, mais c'est l'une des causes. Je vais même prendre un exemple très lointain et amusant, anecdotique, les Incas. Oui. Il faut savoir que quand Cortés est arrivé chez les Incas... Espagnol, donc, oui. Oui. Il a d'abord été complètement battu, et les Incas étaient tellement sûrs de l'avoir battu qu'ils l'ont laissé sur la plage. Le problème, avec quelques hommes. Le problème, c'est que, du coup, ils l'ont laissé se promener. Cortés a découvert que dans les villages où il allait, etc., il y avait un mécontentement fiscal extraordinaire. Il a utilisé ce mécontentement fiscal pour... cette fois-ci, abattre pour de bon les Incas. Donc, c'est-à-dire que, alors, la seule exception, le seul contre-exemple, mais il faut s'en souvenir, le seul contre-exemple... Rapidement, avant de revenir sur l'immobilier, parce qu'il nous reste peu de temps. Oui. Le seul contre-exemple d'une réforme de la fiscalité, c'est la pierre de Rosette. Vous savez, l'Égypte était ruinée, et à cette époque-là, 200 avant Jésus-Christ, quand un pays va mal, il est vite conquis. Et donc, ils ont fait une réforme extraordinaire, amnistie fiscale complète, on donne au pharaon un budget et on exonère les tempêtes. C'est pour ça qu'on a la pierre de Rosette. Mais ce que je veux dire, c'est que là... C'est ce qu'il faut pour l'immobilier aujourd'hui ? Pour transformer la fiscalité, c'est très difficile. Donc il faudrait un courage politique qui dise, OK, on arrête d'épaissir le code de la fiscalité et on a une vision. Pourquoi, par exemple, aujourd'hui, la fiscalité immobilière est-elle différente de la fiscalité financière ? Si on réfléchissait à aujourd'hui, juste aujourd'hui, on arrive aujourd'hui, on veut créer une fiscalité. On ne fera pas de différence entre l'immobilier et la finance. Est-ce que l'immobilier est un investissement aujourd'hui alors que ça n'a pas toujours été le cas, par exemple ? C'est ce qu'il faut comprendre ? Autrefois, on ne vendait pas l'immobilier, par exemple. Autrefois, il n'y avait quasiment pas d'immobilier de rapport, enfin de placement. Aujourd'hui, l'immobilier, il est dans l'épargne de tous les ménages. Ce que je veux dire, c'est que la seule façon de s'en sortir, ce serait non pas de toucher au LMNP ou un petit truc comme ça, c'est de dire, OK, quelle serait une fiscalité adaptée à la société aujourd'hui telle qu'elle fonctionne ? Avec l'immobilier tel qu'il fonctionne, avec les placements tels qu'ils fonctionnent. Ça nécessiterait beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage et de sortir du court terme. Et on revient à l'idée de vision que vous avez mentionnée au départ. Merci beaucoup Guy Marty de nous avoir parlé d'histoire, quelque part, de fiscalité, d'urbanisme, tout ça pour montrer effectivement qu'il faut peut-être regarder de manière un petit peu plus haute ou un petit peu plus lointaine ce sujet du logement et de l'immobilier. Guy Marty, je rappelle que vous êtes fondateur de pierrepapier.fr. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.
Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine. Nous allons nous poser la question de savoir où est-ce qu'on en est en matière de rénovation énergétique de l'habitat en cette fin d'année 2024. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir deux experts du sujet sur le plateau de Smart Patrimoine. Nous avons le plaisir d'accueillir tout d'abord Audrey Zermati. Bonjour Audrey Zermati. Bonjour. Directrice stratégie chez FI. Vous venez régulièrement sur le plateau nous faire des points d'étape un petit peu de la rénovation du parc immobilier en France. Et à vos côtés, nous avons le plaisir d'accueillir également Martin Laganne. Bonjour. Martin Laganne, porte-parole de l'Agence nationale de l'habitat, qui gère notamment un certain nombre d'aides à destination des particuliers. Et c'est la première question que je vais vous poser. On a suivi depuis le mois de septembre un certain nombre de questionnements, d'échanges sur le projet de loi de finances 2025, qui s'est d'ailleurs fini par une censure du gouvernement. Ces questionnements autour du budget ou de la loi de finances 2025 ont pu occulter parfois d'autres lois, d'autres décrets qu'on a eu du mal à comprendre s'ils faisaient partie ou non du budget. Ma question est simple. Début 2025, est-ce qu'il y a des changements en matière d'aide à la rénovation énergétique, en matière d'objectifs sur le sujet? Je crois qu'on est à 900 000 rénovations par an d'ici 2030, si je ne dis pas de bêtises. C'est l'objectif. C'est l'objectif. Est-ce que ça change avec un budget 2025 qui n'a pas été voté ? Donc je crois qu'on peut commencer par rassurer tout le monde. 2025 sera sous le sceau de la stabilité. L'Agence nationale de l'habitat a voté son budget. Les règles relatives notamment à MaPrimeRénov' ne changent pas. Donc en 2025, les ménages pourront continuer de bénéficier de MaPrimeRénov' soit pour une rénovation par geste, donc changer son système de chauffage ou isoler son logement, soit pour une rénovation d'ampleur beaucoup plus importante qui va permettre des gains énergétiques vraiment importants. Et bénéficieront pour cela d'aides très importantes qui peuvent monter jusqu'à 63 000 € pour les ménages les plus modestes, mais y compris les ménages les plus aisés pourront en bénéficier. Donc une grande stabilité, c'est vraiment important à la fois pour convaincre les ménages de rénover, mais aussi pour permettre à tous les acteurs de la filière d'avoir de la visibilité et de pouvoir accompagner ces ménages. Donc même dispositif, même montant d'aide qu'en 2024, c'est ça qu'il faut comprendre ? Exactement. Très clair, Audrey Zermati, cette stabilité, c'est la meilleure manière d'inviter toujours plus de particuliers à aller vers la rénovation énergétique de leur logement. Oui, tout à fait. Cette stabilité, nous, on l'a beaucoup demandé, parce que vous savez qu'en 2024, en fait, il y a eu des mouvements. On a eu une rupture au 1er janvier 2024 et finalement un retour en arrière au 15 mai 2024. Et on craignait qu'effectivement, au 1er janvier 2025, on retourne dans ce qu'on a connu au début d'année 2024. Mais effectivement, comme le dit Martin, on accueille avec beaucoup de satisfaction cette stabilité. Stabilité dans les règles d'accès aux aides. D'accord, ça ne change pas. Ça ne change pas. Tous les travaux auront droit à MaPrimeRénov'. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle. Et puis tous les travaux de rénovation énergétique. Les travaux de rénovation énergétique, effectivement, auront droit aux aides MaPrimeRénov'. La rénovation d'ampleur continue à être aidée très fortement. Et on a sur les montants de forfait une baisse légère sur uniquement les poêles, tout ce qui est chauffage à bois, pardon. D'accord. De à peu près 30% en moyenne. Et on a une légère baisse sur les rénovations d'ampleur pour les plus hauts revenus, les ménages les plus aisés. Voilà. Mais hormis ça, on peut dire qu'il y a une vraie stabilité sur les règles et on l'accueille avec grande joie. Oui, parce que le risque, c'était peut-être effectivement d'envoyer un message encore un peu flou ou de complexité sur le sujet des aides. Vous le constatez, vous, sur le terrain, Audrey Zermati, un besoin de pédagogie supplémentaire, un manque de compréhension du parcours de celui qui veut rénover sa maison individuelle ou sa copropriété ? Alors effectivement, on a besoin de faire beaucoup plus de pédagogie et de la réassurance sur justement ces logiques de stabilisation des aides, parce qu'à partir du moment où ça change et que les gens ne savent plus à quoi ils ont droit, en fait, ça crée de l'attentisme. Du coup, les gens stoppent leur projet. D'accord. Donc c'est vrai que nous, le fait qu'il y ait de la stabilité et qu'on continue à avoir des aides élevées, il faut le rappeler, comme le rappelait Martin, pour une rénovation d'ampleur, on va aller jusqu'à 63 000 € pour les ménages les plus modestes. Pour une pompe à chaleur, on va être dans des montants, si on cumule les aides certificats d'économie d'énergie, MaPrimeRénov', on peut aller sur des montants qui vont 9 000, 9 500 € pour acheter une pompe à chaleur. D'accord. Donc on reste sur des montants qui sont élevés. Donc c'est le moment d'y aller. Encore une fois, j'ai l'espoir que le budget sera de nouveau voté dans les dispositions qu'il a été en 2024 pour 2025, malgré la censure du gouvernement. Mais c'est vraiment le moment d'y aller parce que les aides sont vraiment très élevées pour pouvoir réaliser ces travaux.
Où est-ce qu'on en est, Martin Lagan, à fin 2024, des objectifs de l'ANA, de ces objectifs de rénovation énergétique du parc immobilier français? Est-ce que les Français sont bons ou moyens bons élèves sur le sujet? Alors, l'année 2024, en fait, a été assez atypique. On a mis en place une réforme assez majeure des aides qui allait justement vers des financements très importants en faveur de la rénovation d'ampleur. Il y a eu un petit peu d'attentisme des ménages sur le premier semestre, mais sur le second semestre, on note une véritable dynamique très importante en faveur de la rénovation énergétique, et ça c'est une bonne nouvelle. Cette dynamique elle va être confortée par la stabilité dont on vient de parler, et on aura à la fin de l'année plus de 100 000 dossiers qui auront été déposés, donc ça progresse d'année en année, et ça c'est vraiment très positif. Et moi je veux rebondir sur ce que disait Audrey. On a un travail de réassurance et de conviction des ménages. Globalement, les propriétaires, ils savent qu'il faut rénover. Maintenant, il faut les inciter à passer à l'acte. Ça, ils sont convaincus. Oui, tout le monde a conscience qu'à la fois, ça va permettre de réduire sa consommation d'énergie, mais ça va aussi permettre d'améliorer son confort. D'accord. En été comme en hiver, on en parlait avant l'émission. En été, à toute saison. Et donc, un logement bien isolé, c'est un logement dans lequel il fait bon l'été, dans lequel il fait bon l'hiver, bien aéré. Donc, tout le monde a cette conviction-là. Maintenant, il faut les aider à passer à l'acte. Et ça passe par prendre le temps de leur expliquer ce que va être la rénovation. Finalement, faire des travaux, c'est quelque chose qui est assez intrusif. Donc, on n'a pas envie de le faire, on sait qu'il faut le faire, mais pour passer à l'acte, on va avoir besoin d'être réassuré, d'être bien accompagné. C'est tout le rôle de France Rénov', le service public de la rénovation de l'habitat, que de vous accompagner à chaque étape pour vous amener à faire finalement le projet le plus ambitieux possible, en bénéficiant de toutes les aides disponibles et en n'étant pas seul face à ces travaux. Donc c'est un vrai devoir de réassurance, d'accompagnement, de sécurisation aussi, parce qu'on sait que les ménages sont sensibles aux tentatives d'escroquerie, et donc il faut prendre son temps de faire la bonne rénovation et d'être bien accompagné. Un mot peut-être sur ces accompagnateurs, comment vous les appelez chez Les accompagnateurs Rénov'. Les accompagnateurs Rénov', ça c'est les entreprises, et il y a les interlocuteurs aussi. Non, l'accompagnateur Rénov', ça va être le tiers de confiance qui va vous permettre de construire votre projet en fonction... On peut appeler directement en tant que particulier? Alors, le plus simple, c'est peut-être de passer d'abord par votre conseiller France Rénov'. Il y a 600 espaces conseils dans toute la France. C'est une information de premier niveau qui va vous permettre d'orienter, de comprendre aussi quels vont être vos différents interlocuteurs et de construire votre projet. L'accompagnateur Rénov' va venir chez vous, faire un audit de votre logement, vous faire une recommandation de travaux avec plusieurs scénarios pour que vous puissiez choisir. Et ça, je crois que c'est important. Les propriétaires, ils sont maîtres de leur projet. C'est eux qui vont construire en fonction de leurs besoins, de leurs moyens. Et ensuite, l'accompagnateur Rénov' va vous aider à sélectionner des devis réalisés obligatoirement auprès d'artisans RGE. Vous allez pouvoir solliciter plusieurs artisans pour pouvoir les comparer, et ensuite vous faites rénover votre logement. Et donc, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que une rénovation, c'est quelque chose qui prend du temps, et c'est quelque chose où il ne faut pas se précipiter. Il faut prendre le temps de comparer les devis, il faut prendre le temps de se renseigner, il faut le temps de réfléchir à son projet. Et donc, ce n'est pas une rénovation à 1 euro en une semaine. C'est un projet qui va prendre plusieurs semaines, qu'il va falloir réfléchir. Et c'est très important parce que finalement, c'est des travaux sur son logement, sur son patrimoine, et donc il faut en prendre soin. Audrey Zermati, alors il y a plein de choses dans ce que nous a dit Martin Lagan, le fait de ne pas forcément y aller seul, il y a peut-être la question du coût aussi. Les particuliers qui se lancent là-dedans raisonnent d'abord en termes de coût, en termes de complexité, en termes de ok, mais combien de temps je vais être en travaux parce que c'est quand même mon logement. C'est quoi les questions qui reviennent régulièrement? Je vais peut-être revenir sur l'année 2024. Oui. Oui, parce que vous nous avez dit en début d'année compliqué, deuxième partie d'année plus simple, c'est quoi? C'est uniquement en lien avec les aides ou c'est peut-être en lien avec le contexte économique aussi? Alors il y a effectivement plusieurs facteurs qui expliquent que je pense qu'on y arrivera en fin d'année à des résultats qui sont quand même beaucoup moins bons en termes de volume de travaux que l'année dernière. Alors après, effectivement, dans ces volumes de travaux, vous avez plus de rénovations d'ampleur qui vont être faits en 2024 qu'ils n'étaient faits en 2023, mais vous allez avoir un effondrement sur certains gestes, et notamment l'isolation et la pompe à chaleur. Alors ça s'explique par plusieurs facteurs. Le premier, c'est évidemment cette finalement instabilité que j'évoquais tout à l'heure sur l'année 2024 et sur les aides. Donc en début d'année, les gens n'ont pas compris qu'ils continuaient à avoir droit aux aides, et c'est pour certains, ils n'avaient plus droit aux aides. Donc effectivement, il y a eu beaucoup d'attentisme. Il y a un sujet de transactions immobilières par rapport au taux. Et puis, donc moins d'acquisition également, moins de rénovation. Et donc moins de rénovations énergétiques qui accompagnent les rénovations plus esthétiques. Et puis, vous avez aussi le sujet du prix de l'énergie.
qui pourraient, de manière contre-intuitive, se dire finalement, si le prix de l'énergie augmente, je rénove. Finalement, je rénove. Parce que comme ça, et là aussi, vous avez entendu, il y a un discours sur le prix de l'énergie qui est quand même assez cacophonique par les politiques, de savoir est-ce que ça va monter, est-ce que ça va baisser. Quand vous avez une augmentation de 45% de votre prix de l'électricité depuis 1 an et demi, c'est ce que constatent les Français sur leur bien sûr. Effectivement, de passer à la pompe à chaleur électrique, ça peut poser question. Là, on a annoncé, et on s'en réjouit, des baisses sur le prix de l'électricité l'année prochaine à partir de février. Donc ça permettra peut-être aussi de réassurer les particuliers qui se lancent dans ce type de travaux. Voilà, donc je dirais que pour un peu mesurer quand même, nous, on est assez confiants pour l'année prochaine. On pense que sur la rénovation d'ampleur, la dynamique est partie. Sur la rénovation par geste, il faut vraiment continuer à faire le travail de conviction, d'accompagnement. C'est ce qu'on fait chez EFI, d'accompagner les particuliers pour les informer sur comment réaliser leurs travaux dans des bonnes conditions, les aides auxquelles ils ont droit, et puis pouvoir faire ces travaux en toute sérénité, en étant sûr d'avoir les aides à la fin disponibles. Quelles sont les craintes? Parce qu'effectivement, vous nous avez mentionné plusieurs choses, Martin Lagarde. Je crois que vous avez même parlé d'arnaque à un moment de certains types d'entrepreneurs. C'est quoi du fait de la cacophonie qu'on peut voir sur le sujet, d'éventuels allers-retours parfois réglementaires quelles sont les craintes aujourd'hui des particuliers? En fait, quand il y a de l'instabilité, évidemment, il y a des opportunistes qui s'insèrent et qui finalement profitent de ces périodes un peu d'incertitude et de cacophonie et d'asymétrie d'information. En fait, les particuliers n'ont pas la même information, donc on peut leur promettre des choses qui sont parfois assez irréelles et parfois abusives. C'est vrai que des rénovations à 1 euro en démarchage téléphonique, des acteurs qui se font passer pour les agents France Rénov', les agents de l'ANA, ou même nous, on l'a vécu pour EFI, ça peut exister, donc il faut faire très attention, pas de démarchage téléphonique. D'accord. Ça, dès lors que vous êtes comme pour votre banque, quoi. Si c'est pas eux qui vous appellent. Exactement. Donc vous faites les démarches vous-même, soit auprès de France Rénov', soit sur des sites internet comme ce défi. Donc là, vous allez pouvoir être rappelé, mais c'est certainement pas les entreprises qui doivent vous solliciter si vous n'avez pas fait d'action au préalable. Plutôt optimiste, si je comprends bien, sur 2025. Martin Lagarde, est-ce que l'objectif de 900 000 rénovations par an d'ici 2030 reste l'objectif officiel de l'ANA aujourd'hui ? C'est pas l'objectif de l'ANA, c'est l'objectif de l'État. Il faut qu'on se donne les moyens tous ensemble d'y aller. L'État prend sa part en y mettant des moyens. Cette année, les règles ne changent pas et les budgets sont là. Nous avons de plus en plus d'accompagnateurs rénov' sur tout le territoire. Nous avons de plus en plus d'entreprises, mais on a un enjeu de formation pour recruter dans ces métiers-là. On a besoin de 200 à 300 000 emplois d'ici 2030. Donc ça reste notre objectif commun à tous. Il faut qu'on se donne les moyens d'y aller et ça passe par y aller tous ensemble et la confiance. La stabilité dont on se félicite aujourd'hui, on peut se dire qu'il est intégré, que ça va durer dans le temps, ou c'est encore un peu tôt pour le dire? On en a besoin. Le grand enseignement de l'année 2024, c'est que les ménages, les acteurs professionnels, tout le monde a besoin de stabilité pour pouvoir justement rendre crédible cette trajectoire 2030. Audrey Zermati. Il faut effectivement de la stabilité, il faut effectivement les moyens financiers pour pouvoir accompagner les objectifs que vous évoquez, qui sont effectivement très importants. Et on sait qu'aujourd'hui, ce sont des travaux sur lesquels les Français attendent d'être accompagnés financièrement également. Donc il y a évidemment les subventions de l'État, on en a parlé, et de stabiliser le budget MaPrimeRénov' dans le nouveau budget qui sera présenté en 2025, mais aussi toute la partie financement bancaire. Bien sûr. Je pense que c'est important de le rappeler. On a besoin que finalement les acteurs financiers, les banques, se mobilisent pour pouvoir accorder toutes les facilités financières qui viennent compléter les subventions pour réaliser ces travaux. Merci à tous les deux. Merci Martin Lagarde, merci Audrey Zermati de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert. Et nous enchaînons, nous finissons même cette émission avec l'œil de l'expert. Nous allons nous demander ensemble quelles leçons tirer de cette année 2024 en bourse. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Régis Yankovici. Bonjour Régis Yankovici. Bonjour Nicolas. Vous êtes fondateur et dirigeant de Luxavie. On va essayer de tirer ensemble quelques leçons de cette année 2024. Est-ce que vous avez déjà quelques grandes leçons qui vous apparaissent sur cette année boursière? La cloche est proche de sonner. On ne sait pas si c'est la cloche de la récréation ou de la bourse. Bien sûr. Mais j'aimerais me positionner par rapport à ce que disait le consensus en remontant 1 an avant. Est-ce que finalement, il a vu juste ou pas? Et finalement, il a dit des choses assez intéressantes. Il pensait que la surperformance des États-Unis allait se poursuivre. Bien sûr. Et une nouvelle fois, le S&P 500 qui progresse de plus de 25%, l'Eurostoxx 50 de 9%.
on a vraiment un grand écart formidable qui ne date pas de cette année, il faut se souvenir à peu près, j'ai regardé les chiffres depuis longtemps, entre les années 80 et l'année autour de 2010, donc pendant près de 30 ans, l'Eurostoxx 50 valait, pas en valorisation en termes d'indice, 3 fois le S&P 500. D'accord. Quand le S&P 500 valait 1000, l'Eurostoxx 50 valait 3000. Aujourd'hui, l'Eurostoxx vaut 20% de moins. D'accord. Donc, ouais. Depuis 2010, c'est une sous-performance magistrale. Alors, il faut un tout petit peu pondérer ça, parce que c'est vrai que dans l'Eurostoxx 50, il y a un peu de tout. En particulier, il y a un pays qui sous-performe, qu'ils appellent la France. D'accord. Et lorsqu'on regarde la performance du DAX, ne serait-ce que cette année, vous vous souvenez, le DAX, c'était maintenant l'enfant malade de l'Europe, qui allait subir le ralentissement chinois, la demande chinoise qui allait s'effondrer, la concurrence chinoise. Voilà, eh bien, quand on le compare au marché américain, mais avec un indice équipondéré, parce qu'il y a autre chose que le consensus avait bien vu, c'est la poursuite du thème de l'intelligence artificielle, qui fait que les indices capipondérés surperforment largement les indices équipondérés. Et cet écart, encore cette année, est très large, puisque le S&P 500, je dis, plus de 25%. L'indice équipondéré, on est autour de 15% à peu près. Eh bien, l'indice équipondéré fait la même chose que le DAX. Donc finalement, quand on prend des indices qui sont un peu retravaillés, on trouve que les États-Unis font à peu près comme l'Allemagne, pas comme l'Europe, comme l'Allemagne. Donc le consensus, globalement... C'est ce que j'allais dire, a globalement vu juste sur l'année. D'accord. Il a bien vu juste également l'atterrissage en douceur des États-Unis. Le taux de chômage, c'est vrai que c'était la question il y a un an. Exactement, de 3,7 à 4,2, gentiment. Je note quand même qu'on sait qu'on a atterri quand on touche le sol. Aujourd'hui, on n'a pas touché le sol, donc on poursuit l'atterrissage. Il reste en douceur. Quid de 2025, on verra. Bien sûr. Donc, en ce sens, il ne s'est pas trompé. Voilà. Avec des questionnements quand même, je me souviens en janvier ou en février, on se disait est-ce que la performance de l'année est déjà faite, que se passera-t-il sur le reste de l'année? Est-ce que ça veut dire que suivre le consensus sur le long terme est une bonne manière d'aborder ces investissements boursiers? Alors en tout cas, en 2024, le consensus, lorsqu'il s'est prononcé sur l'année, avait prévu un marché américain autour de 5000 points à la fin de l'année. Le médian, c'était 5070 points. Or, aujourd'hui, on est autour de 6000 points. D'accord. Même le plus optimiste des banques d'investissement n'avait pas prévu une telle hausse. Bien sûr. C'est vrai qu'avec Nvidia qui progresse de 160%, ça fausse un peu. Ça aide. Ça aide. Ça aide clairement. Mais il ne s'est pas trompé que sur ce point-là. Je m'amuse à regarder les anticipations sectorielles. Le secteur qui devait le mieux se comporter en 2024 était l'énergie. Or, il est 9e sur 12e. D'accord. Et en termes de valeur, la valeur qui devait la mieux performer du S&P 500, on attendait une hausse de 50% sur Moderna, donc Moderna, là, dont on a beaucoup parlé. Résultat des courses, elle a fait moins 50%. D'accord. Ah oui, donc il ne faut pas juste regarder le consensus, il faut regarder les composants presque de l'analyse. En tout cas, la stratégie de dire je suis systématiquement le consensus, c'est une façon d'aller dans le mur. Parce qu'on peut quand même s'interroger quel est l'objectif des banques d'investissement qui émettent des attentes pour l'année. C'est peut-être pas d'avoir le plus juste possible. Pourquoi je dis ça? C'est peut-être d'être le plus visible possible. Quand on voit une banque célèbre qui fait un très bon travail, qui s'appelle Saxo, qui chaque année dit les 10 événements les plus marquants possibles. Mais marquants, en fait, ils le disent eux-mêmes, c'est pas le plus probable. D'accord. Mais c'est le plus marquant. Bon, c'est rigolo, c'est intéressant, ça stimule l'intellect, mais c'est pas le plus probable. Donc, ils cherchent à se faire remarquer. Et puis, donner une information, entre guillemets, gratuite à la presse, à tout le monde, en disant à la fin de l'année, ça sera ça. Franchement, on sait bien que quand c'est gratuit, alors c'est pas nous le produit, mais, mais ça n'a pas de valeur. Ce qui est important, c'est de savoir, pas chaque jour, mais savoir où on va, et non pas donner un chiffre en fin d'année pour l'année suivante. Eh ben, on finira là-dessus. Merci beaucoup, Régis Jancovici, de nous avoir accompagnés. Je rappelle que vous êtes fondateur et dirigeant de Luxavie. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur Be Smart for Change.